Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous hebdomadaire que nous préparons chaque semaine avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Merci de penser à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu et s'il vous est utile, et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de la vidéo, comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et on vous en remercie et nous en sommes ravis puisque ça veut dire que vous vous intéressez, que vous essayez de comprendre les options et c'est évidemment notre but. Au programme cette semaine, comme toujours, le calendrier. On ira faire un zoom sur l'indice S&P 500. On fera une petite synthèse des ratios put-call de la semaine précédente et puis de la stratégie que nous avons proposée lundi dernier. Dans ce contexte de tension géopolitique, on va aussi s'intéresser au pétrole et à l'or, des configurations intéressantes à surveiller. Et puis on terminera, comme toutes les semaines, par le cas d'école de Paul. Alors, petit rappel, nous serons donc vendredi prochain, le 20 juin, à Paris pour une présentation sur les options. Vous avez été extrêmement nombreux à vous inscrire. Nous sommes complets, ça y est. Merci d'être aussi nombreux à venir. On est ravis de vous rencontrer à ce moment-là. Pour les autres, cette fois-ci, c'est un peu tard, mais on aura d'autres événements à vous proposer. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire à notre newsletter qui est disponible sur le site de l'Atelier des Options. Et en tout cas, à ceux que nous rencontrerons vendredi, nous sommes ravis. Pour le programme de la semaine, on va évidemment aller voir le calendrier. Le S&P 500, bien contexte lourd. On va zoomer sur le S&P, voir un petit peu les éléments. Même si le marché se montre extrêmement solide pour l'instant, il y a un aspect technique qui est à prendre en compte dans le calendrier. On va en parler dans quelques instants. Ratio put-call avant publication, bien sûr GameStop, on disait que c'était extrêmement complaisant, très très optimiste et qu'il y avait un risque de baisse. Ça s'est matérialisé. Mais sur Oracle, on va aller voir le titre. Ça n'a pas été le cas du tout. Le ratio était hyper complaisant, mais la publication a été extraordinaire avec surtout des perspectives magnifiques pour le titre. Et donc, eh bien, c'est un des rares cas depuis le temps qu'on propose ces ratios put-call. Eh bien, on a été prêt à contre-pied, entre guillemets, dans le sens où, comme on le dit systématiquement, c'est ce qui prime, c'est la publication et il faut qu'elle soit vraiment extraordinaire pour aller contre le consensus qui était trop optimiste. Eh bien, ça a été le cas dans ce cas de figure-là particulièrement. On va faire un point sur les stratégies. On ira voir GE Aerospace. On avait proposé un bear call spread la semaine dernière. Il est sorti gagnant au bout de 48 heures. On arrive à quasiment 85% de réussite sur les stratégies qu'on propose. Encore une fois, ici, ce ne sont pas des conseils, mais des éléments pédagogiques qu'on met en place avec des niveaux de prix qui ne sont pas indiqués, mais des types de stratégies à mettre en place et une façon de fonctionner basée sur des backtests et sur une probabilité historique qui permet d'avoir un taux de réussite qui, comme vous le voyez, est assez intéressant. Encore une fois, il n'y a pas de martingale, il y a des pertes aussi, mais un taux de réussite qui devient intéressant pour les stratégies qu'on a mises en place. Et puis, le crude oil, on va aller voir si on va réactiver la dynamique haussière sur le light. En effet, les tensions actuelles entre Israël et l'Iran sont de nature à faire remonter le pétrole qui a atteint des niveaux critiques. Et puis, sur les volumes inhabituels, sur l'or encore, l'ETF Gold, SPDR Gold Trust a été l'objet d'un vrai intérêt acheteur encore. On l'avait déjà indiqué la semaine dernière. Vous allez voir que là, il y a encore plus de volume, surtout que c'est sur une échéance très courte, donc important à surveiller. Et puis, on va terminer par le cas de Paul. On proposera cette fois-ci un Iron Condor sur le SPX. On commence comme toujours par le calendrier de la semaine avec cette semaine au programme. Un rendez-vous important, l'échéance trimestrielle des marchés dérivés du mois de juin, l'échéance des 4 sorcières, 4 types de contrats d'options et de futurs qui vont clôturer vendredi prochain. Donc toujours des éléments importants avec des transferts de position, des rôles, des arbitrages qui peuvent, en cas de décalage important, déclencher des mouvements plus marqués et ou au contraire être le terrain de stabilité. On sait qu'une échéance trimestrielle est souvent ou parfois le terrain de virage dans le marché. Or, on vient de rebondir pas mal, donc ce sera peut-être le pivot avant une pause et on va aller voir la configuration graphique du S&P dans un instant. Les éléments techniques s'y prêtent manifestement. Pour ce qui est du calendrier macro cette semaine, puisque le micro est vide, calendrier macro, on aura mardi les ventes au détail, donc dernier chiffre de la série des publications sur l'inflation à Wall Street. Mercredi, gros rendez-vous bien sûr avec la Fed. On va voir dans ce contexte de tensions géopolitiques, de possibles regains d'inflation, l'évolution de la politique monétaire à Wall Street et donc
eh bien, on n'attend pas de baisse des taux pour cette fois-ci, mais évidemment des précisions quant à l'évolution de la politique monétaire. On table manifestement toujours sur 2 baisses des taux encore cette année, dont la première interviendrait peut-être en septembre. On va en savoir plus mercredi soir, donc évidemment un des pivots de la semaine, au cœur de cette semaine technique d'échéance des marchés dérivés. Et puis jeudi, ce sera férié puisque c'est Juneteenth, donc Wall Street sera fermé même si nous serons ouverts en Europe. Donc la journée de commémoration de l'annonce de la libération de tous les esclaves au Texas jeudi. Côté micro, comme je vous le disais, pas de publication majeure cette semaine à Wall Street. Alors, on va aller voir tout de suite le graphique du S&P en hebdomadaire. On a une configuration de coup d'arrêt dans la hausse. On avait indiqué comme premier niveau de résistance clé 6000. J'avais mis 6050-75 la semaine dernière. Je l'ai réajusté à 6049-38 pour l'instant. On peut dire que sur la semaine, le S&P a finalement perdu 0,39%. La position ouverte a augmenté très significativement, mais on est à l'entame d'une grosse échéance trimestrielle. Donc, l'intérêt sur les marchés dérivés augmente de façon mécanique et il a augmenté quel que soit le sens du marché. Donc, difficile de déterminer si on a de la pression baissière. En revanche, la semaine va être déterminante pour savoir l'intérêt ou pas et ce qui va être reconduit ou non. Donc, grosse augmentation de la position ouverte, mais en amont d'une échéance technique, c'est toujours normal. Évidemment, le warning et l'annonce du conflit entre Israël et l'Iran a bien tendu un peu les investisseurs. La volatilité est remontée d'un cran et le ratio put-call, par définition, s'est ajusté un peu. On passe de 0,88 à 0,93. On était en optimisme. On revient à une forme d'équilibre dans le ratio put-call. On n'a pas énormément d'éléments nouveaux de ce côté-là. Pour ce qui est des niveaux graphiques, la zone clé, c'est donc 5970 en bas, un gros niveau charnière qu'on avait débordé la semaine précédente, qu'on a préservé la semaine dernière. On n'arrive pas à déborder ce plafond de verre à 6049. On va zoomer un cran plus bas en journalier sur le S&P pour aller voir la configuration à plus court terme. J'ai réajusté un petit peu les niveaux et le cadre. On avait évoqué ce biseau dont j'ai réajusté aussi les bornes. Biseau d'épuisement dans la hausse, une configuration qui s'est matérialisée. On est allé chercher et tester la borne haute du biseau, cette résistance clé à 6049,38 et on a eu un petit échec ensuite lié à l'annonce, encore une fois, vendredi matin du conflit au Moyen-Orient. On reste quand même dans le range 5970-6161 à mon sens, avec un gros niveau de résistance qui est situé à 6124, donc borne haute et des extensions max possibles à court terme qui semblent se positionner de ce côté-là. Attention, pour l'instant, les futurs sont à l'équilibre, même en légère hausse aux alentours de 6000. Attention à la rupture de 5970, ce serait le premier niveau d'alerte intraday. Les niveaux d'alerte de court terme, ils sont plus loin, c'est sous 5781. Donc si on passe sous 5970, on a des chances d'aller chercher le pied du biseau. Le pied du biseau, il est probablement marqué par ce niveau de support que j'ai indiqué à 5843, donc la zone 5843-5872, un gros niveau de support qui, s'il était enfoncé, renverrait au moins en direction de 5781, avec le comblement aussi de ce large gap qu'on avait laissé ouvert et partiellement comblé, donc ouvert le 12 mai et partiellement comblé le 23 mai. Il y a toujours cette zone clé. Si on passe donc sous 5780, il y a des chances qu'on accélère à aller combler ce gap, retourner dans la médiane du range d'avant et pourquoi pas aller chercher des extensions jusqu'à 5597. C'est notre alerte de moyen terme. On va aller jeter un œil maintenant sur les ratios put-call de la semaine dernière. On avait dit que sur GameStop, en amont des publications, le ratio put-call était particulièrement optimiste. Je mets la photographie en hebdomadaire pour commencer. Eh bien, ça s'est avéré juste. On a plongé la semaine dernière. GameStop s'était effondré de 25% avec une volatilité de 42% sur le titre. Toujours un titre dont on sait qu'il est l'objet de beaucoup de spéculations. Donc, prudence. Le scénario baissier s'est matérialisé comme bien on pouvait le craindre. Non seulement graphiquement, ça l'indiquait, mais en plus, on avait cette configuration graphique assez moche avec un gros avalement baissier, un échec contre la borne haute du trading range 20, 50, 34, 37, et puis bien cette configuration donnée par les gaps qui nous permettait de donner comme niveau cible. On avait dit 22, 33. On est vraiment allé chercher pile le niveau cible idéal. Donc, eh bien un warning qui a été donné par le ratio put-call qui a été avéré et une cible graphique atteinte quand les deux se cumulent. C'est évidemment très efficace. Ça a été moins le cas sur Oracle qu'on avait regardé ensemble aussi la semaine dernière. Là, on va dézoomer en hebdomadaire.
Oracle évoluait de façon forte au sein d'un canal haussier, signe d'harmonie. La borne haute du canal était en devenir. La publication, alors que le ratio put-call était extrêmement optimiste en amont des publications, mais la publication était extraordinaire pour Oracle, qui donne des perspectives très favorables pour la suite. Alors on a été chercher avec une progression sur la semaine bien de 23%. On a été chercher instantanément cette grosse oblique haussière, un niveau de cible proche qui est à 219. Donc on a déjà bien progressé sur le titre. Vous avez les niveaux de support et de résistance, voire les extensions jusqu'à 229,40. Donc forte hausse pour le titre qui a bien été contre le ratio put-call extrêmement optimiste. Encore une fois, ce ratio put-call est un indicateur, mais ce qui prévaut, c'est bien entendu la publication elle-même. Et quand elle est de nature à surprendre les opérateurs, comme ça a été le cas de façon favorable, eh bien le mouvement est extrêmement haussier, et dans ce cas-là, eh bien, il se poursuit, même si le ratio put-call était extrêmement optimiste, encore une fois, voire hyper complaisant. On est donc dans un des cas de figure où le ratio put-call n'a pas fonctionné. Il a extrêmement bien fonctionné, sur près de 14 ou 15 backtests qu'on a formés maintenant. C'est le seul qui a été pris à contre-pied, mais encore une fois, c'est la news qui prime, et c'est bien le principal dans le marché. On va faire un point aussi sur GE. On avait proposé sur GE Aerospace ce bear call spread la semaine dernière. Paul avait détecté eh bien, cet excès haussier, et qui, grâce à un backtest, lui permettait de trouver eh bien, une possibilité avec une très bonne probabilité, plus de 90% d'un bear call spread gagnant. Il a été gagnant en 48 heures après l'ouverture, trade ouvert le lundi à l'ouverture. Et donc, je vous rappelle que le bear call spread, c'est la vente d'un call hors de la monnaie, protégé par un achat de call un peu plus haut, et qu'on ajuste le prix d'exercice selon sa sensibilité, pour notre part, selon le modèle basé sur les backtests et l'ajustement de points optimaux pour traiter cette position. Et donc, encore une stratégie qui a été gagnante, avec une stratégie qui est sortie rapidement. On voit évidemment le repli de la semaine dernière sur GE, qui est juste une pause dans la tendance, et qu'on est allé chercher parfaitement le niveau de support à 234,58 assez rapidement. Je zoome en journalier. On voit bien cet échec contre ce niveau de résistance intermédiaire à 257 qu'on avait bien identifié. Passage sous le niveau de support important à 243,73 qui devient résistance. Et puis pour l'instant, eh bien, on a ouvert la fin vendredi avec un petit gap baissier. Et donc pour l'instant, on est stabilisé entre 234 et 243,73. On va jeter un œil, comme on l'avait dit, sur le light crude, le WTI, eh bien, pour lequel on avait plutôt un scénario à l'origine qui était baissier. Souvenez-vous, on l'avait évoqué il y a quelques temps, ce gros support à 66,75 qui avait été systématiquement testé depuis 2021 et préservé en clôture même hebdomadaire, avait été enfoncé. On l'avait évoqué ensemble en mars dernier. Ça donnait un scénario plutôt baissier avec un triangle rectangle dont les bornes sont bien visibles, un borne basse 66,75 et puis la borne haute qui est cette oblique baissière. Et regardez comme elle a été bien observée par les opérateurs. On est allé buter dessus. Alors, pour l'instant, on a rebondi, réintégré 66-75. On avait cette petite structure de retournement, et peut-être un light crude oil qui est en train de s'inscrire dans une structure en biseau, et donc une possible réactivation haussière. Mais pour l'instant, on a buté contre ce niveau de résistance clé. C'est vraiment le débordement en clôture, et encore plus, bien entendu, en clôture hebdomadaire, de ce gros niveau à 77,57 qui déterminera si l'ellipse reste rouge ou si elle passe en vert, avec une hausse du pétrole. Alors dans ce cas-là, si c'est bien un biseau auquel on est en train d'assister, il n'est pas propre pour moi à mon sens, puisqu'il y a bien une compression des prix, mais on n'est pas allé retoucher la borne basse du biseau avant d'aller rechercher deux fois la borne haute. Reste que, en tout cas, les cibles dans cette configuration donnent 87,70, pourquoi pas. Le scénario baissier est bien sûr pour l'instant invalidé. Et donc, on a ce gros niveau clé à 87,70. On n'a pas manifestement, même s'il y a des tensions, la configuration pour une très forte hausse du pétrole. Le point haut et la cible suivante seraient marqués par la résistance
majeur qui est situé à 92,43 et puis on peut envisager pourquoi pas dans un cas de mouvement beaucoup plus marqué cette fois-ci des extensions en direction de 103, mais les premières zones cibles si on débordait 77,57 se situent entre 87,70 et 92,43 tant qu'on est au-delà de 66,75 ça reste donc en tendance baissière toujours mais avec un biais de latéralisation et pour l'instant un schéma qui est entre deux eaux sur le light crude oil donc question en suspens pour l'instant sur le crude oil. Est-ce qu'on va réactiver la dynamique haussière? Ça en prend le sens d'une façon générale, puisqu'on a ce contre-pied et cette fausse sortie. Donc, on pourrait déborder ce niveau et le scénario s'oriente de plus en plus vers le débordement de cette longue oblique baissière qui est active depuis maintenant juillet 2022. Avec donc des cibles en mire qui sont relativement proches, mais un mouvement haussier qui pourrait se mettre en place, et donc un arbitrage dans ce contexte d'incertitude, les matières premières qui peuvent être intéressants. On a détecté, et on l'avait indiqué la semaine dernière, Paul l'avait détecté pour nous, des volumes inhabituels, je vous remets le graphique de la semaine dernière, sur le SPDR Gold Trust, l'ETF sur l'or le plus traité à Wall Street. Je vous rappelle qu'on avait 46 000 bull call spread, donc une stratégie très haussière, très agressive avec un risk-reward qui était un petit peu inférieur à ce qu'on avait indiqué de 1 pour 7,80 plutôt qu'un 8,50, mais un trade de presque 11 millions de dollars ouvert avec une stratégie très agressive à la hausse. Et bien, ça se matérialise. La stratégie était d'acheter le call 325, vendre le call 345 et donc d'essayer de déborder le point mort à 327,38 pour terminer dans cette zone cible entre le point mort et la vente de call, donc le plus haut possible dans cette zone-là, pour profiter de la hausse de l'or. Et eh bien, le scénario a été manifestement, pour l'instant, est en passe de se mettre en place, d'autant plus qu'on a ce warning, et là je vous mets le graphique ajusté en temps réel du SPDR Gold Trust, réajusté ici, je l'ai indiqué 2 fois, c'est pas utile, voilà. Une seule fois le titre. On a bien débordé cette oblique baissière qu'on avait repéré. Ça a été vraiment le signe de réactivation de la dynamique. Et en plus, on passe ce gros niveau à 315, ce gros niveau qui devient support à 315. Et la stratégie, eh bien, permet les volumes habituels permettent de détecter des achats de plus de 100 000 calls 315 et plus de 100 000 calls 320 d'expiration juin, donc à la fin de la semaine, donc expiration au 20 juin. Donc des opérateurs qui s'attendent à ce que eh bien, l'or termine au-delà de 315 et de 320 dans les jours qui viennent, et le scénario haussier nous permet de l'envisager en effet. Le retour et le débordement de cette oblique baissière qui était active après les points hauts du 21 avril eh bien, permettent de réactiver la dynamique. Les premières cibles, c'est 325,70 et puis l'extension en dupliquant le range précédent 294,53, 315, puisque 315 est aussi un niveau de résistance clé, eh bien, et qui devient support pour l'instant, eh bien, permettre d'envisager donc la duplication du range par le haut avec une cible qui est située à 336. Et puis, pour notre cas d'école, on va vous proposer cette semaine un Iron Condor sur le S&P. Je l'ai matérialisé en reprenant le graphique du S&P, mais j'ai enlevé les niveaux de support et de résistance que vous trouvez par ailleurs en avance. Les prix d'exercice qu'on indique ici, ou la zone de prix indiquée par la stratégie, ne sont qu'à titre indicatif. Ce ne sont encore une fois pas des conseils, mais une idée de stratégie pour vous apprendre à comprendre les options. L'Iron Condor, la vente d'Iron Condor, elle se décompose de la façon suivante. On va vendre un put hors de la monnaie et puis le protéger par un achat de put un peu plus bas, et de la même façon on va vendre un call hors de la monnaie et le protéger par un achat de call un peu plus haut. Ça permet d'avoir un profil de gains et de pertes que vous avez ici. L'idée étant de terminer entre les deux bornes de mes ventes de put et de call, donc d'une relative stabilité. C'est une stratégie de court terme avec une échéance courte à 30 jours. A priori, le but est toujours d'ajuster ses prix d'exercice en fonction de sa sensibilité. Plus je vais vendre mon call haut, moins je vais toucher de primes, mais plus j'aurai de marge à la hausse. Plus l'achat du call en protection va être proche de ma vente de call, eh bien, plus ça va me coûter cher, entre guillemets, et diminuer la prime encaissée, mais plus j'aurai de sécurité. Et puis à la baisse, c'est le même mécanisme, je réinsiste pas. Donc plus on va être proche de la monnaie, plus j'ai un risque, plus je m'éloigne, moins j'encaisse de prime, mais moins j'ai de risque, et mon achat de put, de la même façon, devra donner ça, devra compenser ça, et plus je vais acheter un put, au plus il va me coûter cher, et plus il va venir
en débit de la prime que j'ai encaissée sur mon put. Donc là, les bornes que j'ai fixées, je les ai mises de façon un peu arbitraire, mais c'est pour bien comprendre cette stratégie. Je suis gagnant au maximum tant qu'on reste entre ma vente de call et ma vente de put. J'ai une petite marge complémentaire qui est liée à la prime encaissée, c'est mon point mort qui est déterminé par le trait rouge que vous avez entre les gains et les pertes. Et puis ma perte maximale, c'est ça qui est intéressant toujours dans les stratégies d'options, je la connais, quel que soit le mouvement du marché, quel que soit le décalage. Là, évidemment, c'est un mouvement à l'échéance. Eh bien, ma perte, elle est à partir de mon point mort à la hausse jusqu'à mon achat de call et à la baisse à partir de mon point mort, donc déterminé sous ma vente de put et jusqu'à l'achat au niveau auquel j'ai acheté mon put à la baisse. Donc au moins, si on sort de ces bornes, je connais tout de suite mon risque maximal et puis si on reste entre les deux, eh bien, je vais encaisser rapidement. L'idée, c'est de jouer aussi peut-être sur une détente de la volatilité et puis un passage de la valeur temps. Donc plus les éléments de stabilité se mettront en place rapidement, plus je pourrai sortir rapidement de cette stratégie, encore une fois, qui est assez intéressante et qui est détectée par un backtest de Paul et qui a donné jusqu'à 92% de performance sur plusieurs centaines de stratégies précédemment. Donc, encore une fois, l'idée est de façon empirique de tester et de faire un trading systématique sans tenir compte d'éventuels scénarios de marché trop complexes, mais encore une fois, de travailler avec des éléments de probabilité statistique antérieure. Voilà les éléments que nous voulions vous donner pour ce début de semaine. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, bien sûr, et puis retrouver beaucoup de vidéos pédagogiques et de suivi de marché. Et puis vous pouvez activer les notifications et puis nous faire part de vos commentaires dans le suivi de ces vidéos. Excellente semaine à toutes et à tous.